On va parler maintenant du minute de silence qui a fait beaucoup de bruit dans les écoles, du bruit et un malaise aussi. Abderrahmane Dahman, bonsoir, puis président du mouvement des démocrates musulmans. Je précise que vous avez été aussi le conseiller de Nicolas Sarkozy pour la diversité. Mohamed Chirani, bonsoir, ancien délégué au quartier sensible à la préfecture de Seine-Saint-Denis. Vous avez travaillé sur la radicalisation dans les banques sous pseudo. Là aussi, on va voir la couverture. On ne va pas voir votre visage, on ne va pas reconnaître votre voix. Ce nom est un pseudo, vous l'avez souhaité ainsi. Pourquoi c'est si grave que ça, j'allais dire, de dénoncer ce que vous dénoncez ou de raconter tout simplement ce que vous racontez? C'est pour plusieurs raisons. D'une part, je voulais pouvoir parler effectivement librement. C'est également par respect pour les élèves, pour les collègues dont je parle dans le livre. Et enfin, parce qu'il n'était pas question pour moi de rechercher une quelconque notoriété. Donc c'est un faisceau de raisons pour lesquelles j'ai choisi de parler anonymement. Alors, vous êtes dans une zone d'éducation prioritaire, en Seine-Saint-Denis, oui, dans un collège. Comment est-ce que ça s'est passé? J'ai voulu revenir avec les élèves dans chaque classe sur les événements. Alors dans une classe, ça s'est très bien passé, idéalement. C'est-à-dire qu'on a pu déconstruire tous les préjugés que les élèves avaient, toutes les craintes qu'ils exprimaient, qu'ils formulaient, parler de ce que c'est que l'amalgame, de ce que c'est qu'une journée de deuil national, de revenir les caricatures. Ça s'est bien passé. Pour tout le reste des classes, ça a été une expérience assez amère parce que je me suis heurtée à des réactions extrêmement violentes de la part des élèves. Donc de deux natures. D'abord, une attitude qui disait c'est bien fait pour eux, on ne représente pas le prophète, ils l'ont cherché, c'est bien fait. Et quand j'essayais de répondre en France on ne tue pas, ça n'avait aucun impact, les élèves criaient. Et l'autre argument, c'est la théorie du complot. On va vous entendre un peu plus en détail dans un instant, le temps de faire quelques petits réglages, parce que j'ai l'impression qu'on ne comprend pas très bien ce que vous dites avec la modification de voix. Je suis absolument désolé et on va revenir vers vous. Abderrahmane Dahman, oui. On a un exemple là ici. Oui. Une classe dans laquelle ça s'est bien passé, oui. Toutes les autres, gros problème, gros malaise. Est-ce que ça vous surprend? Non, moi ça ne me surprend pas. Je dis simplement, faisons attention, ne mettons pas le feu à la maison éducation. Ne mettons pas le feu. Apparemment, il y est déjà un peu. Non. Il y a depuis 68, que je connais tout le pourtour de la banlieue, il y a des élèves excités, il y a des élèves que nous ne pouvons pas gérer complètement, mais il y a des méthodes. Nous avons un personnel de l'éducation nationale excellent, de la femme de service, de l'agent de service, jusqu'à l'inspecteur d'académie. Personne ne remet ça en question. Mais c'est important de répondre aux témoignages. Je réponds à madame. Et pas faire comme si c'était rien passé. Non. Moi, je dis qu'il y a eu des choses qui se sont passées bien avant. Bien avant. Il y a je crois qu'à mon avis, il faut mettre la différence entre l'école et l'environnement. Et c'est parfois l'environnement qui porte préjudice à l'école. Ce n'est pas l'école qui est responsable des attitudes des uns ou des autres. Parce qu'il faut aussi montrer du doigt les autorités qui ne prennent pas leurs responsabilités vis-à-vis des associations extrémistes et radicales qu'ils connaissent. Ils laissent faire. C'est-à-dire Soyons concrets. Je suis concret. Lorsqu'on autorise une organisation comme l'UOIF qui fait sa foire au Bourget, ce n'est pas la fête de l'UMA, c'est la fête de la radicalisation. L'Union des organisations islamiques de France. C'est une réunion de la radicalisation des jeunes. Et vous avez des parents qui emmènent leurs enfants dans cette foire et on entend de tout. Sauf l'islam de nos parents et l'islam de France, qui est respectueux des valeurs de la République. Je pense qu'à mon avis, le ministère de l'Intérieur a une responsabilité. Donc, lorsque vous êtes chef d'établissement, je prends par exemple à Villeneuve-la-Garenne ou à Gennevilliers ou à Saint-Denis, et que vous avez une organisation active dans les banlieues, dans les quartiers les plus difficiles, et qu'ils encadrent le père et la mère, et vous avez un enfant qui vient tout excité, c'est normal. Maintenant, il faudrait aussi, parce que la Ve République, elle a épuisé pas mal de ministres. Lorsqu'un ministre, comme aujourd'hui, parle de la théorie du complot,
Madame Vallaud-Belkacem, en l'occurrence, dit que la théorie, un sondage, un jeune sur 5 croit à la théorie du complot. C'est un sondage. Mais moi, je dis, avant de parler sondage, il faut voir avec les inspecteurs d'académie, les recteurs, qui ont une qualité, qu'on a une qualité. C'est faux, d'après vous, elle se trompe? Moi, à mon avis, si on parle de la théorie du complot, il faut parler de la théorie de l'humiliation, pour que l'enfant puisse avoir une idée précise. Je crois qu'il faut être très clair ce soir, parce qu'il ne faut pas tourner autour du pot. Oui, mais on ne comprend pas. C'est quoi la théorie de l'humiliation par rapport à la théorie du complot? C'est quoi la théorie du complot? La théorie du complot, c'est qu'on ne croit pas à ce qui nous est dit et qu'on pense qu'il y a un objectif caché. En l'occurrence, on lit beaucoup sur Internet que tout cela, il y aurait derrière le gouvernement, la CIA, etc. C'est ça la théorie du complot. Alors c'est quoi la théorie de l'humiliation? Mais c'est juste pour comprendre. Ce sont des enfants qui ont vécu, dont les parents ont vécu le terrorisme pendant 10 ans, en Algérie ou ici. À travers l'Algérie, ils ont vécu et ils sont complètement traumatisés par le terrorisme. Ils le dénoncent et ils le disent. Certains élèves qui sont encadrés, monsieur, par des organisations qui, pour moi, elles sont illégales, elles ont été manipulées. Mohamed Chirani, votre réaction à ce qui a été dit à l'instant, là, cette professeure qui, tout simplement, aimerait que ça se passe bien, constate que ça s'est bien passé dans une classe, mais dans une seule de son établissement et dans tous les autres, il y a eu des problèmes. Oui, mais en fait, je suis conscient de ce qui se passe et ça m'attriste. Je suis malheureux d'entendre ça, d'ailleurs. Et j'en ai parlé, d'ailleurs, dans mon livre Réconciliation française, sur une partie sur l'éducation, où, par exemple, quand on demandait à des élèves de quelle nationalité ils étaient ou qui est français, ils ne levaient pas la main. Parce qu'ils ne se considéraient pas comme français. Ils se considéraient comme algériens, marocains, tunisiens, ou africains, ou sénégalais, ou... par la religion éventuellement aussi, par la religion, ou musulmans aussi éventuellement. Où je leur expliquais que la religion, ce n'est pas une identité, ce n'est pas une nation, ce n'est pas un État. Et ils vous disaient, moi je ne me sens pas français. Oui, et il y a ce problème-là. Ça existe dans les quartiers. Malheureusement, ça existe. Ça existe dans des quartiers qui sont devenus des ghettos, où la moitié des populations sont de la même origine, africaine, maghrébine, d'autres pays, qui se mélangent, qui sont devenus, qui restent qu'entre eux. Et ils ont développé ce côté-là où ils se sentent à l'extérieur de la République. Et sur ce terreau-là que s'est développé le terrorisme, précarité ou ces idées extrêmes. Aujourd'hui, moi j'ai écrit une tribune dans le Huffington Post où j'ai dit « Je suis Mohamed Charlie ». J'explique que j'ai rencontré le journaliste Luz l'année dernière. Je lui ai bien expliqué... Et vous lui dites que vous êtes blessé par ces caricatures? J'ai dit mais qu'il a le droit de les faire. Mais qu'il avait le droit de les faire. Parce que la prescription coranique, elle est claire là-dessus. Et là, je parle maintenant en tant que musulman. Parce que avant, j'évitais, je parlais en tant que Français, il fallait laisser sa religion de côté. Mais avec ce qui s'est passé le 7 janvier, quand je vois, moi, des gens tués et dire on a vengé le prophète, massacrer des gens, dire Allahu Akbar et dire on a vengé le prophète, alors moi, je suis blessé. Parce que je m'appelle Mohamed. Mon père s'appelle Mohamed, parce que je suis musulman et parce que j'aime mon prophète. Et parce que ce jour-là, ils ne l'ont pas vengé, ils l'ont noyé dans le sang et ils ont donné de l'islam. Ils nous ont donné de l'islam une religion de haine. Voilà. Et ça m'attriste. Et pourtant, ce message, votre message, le message des parents qui ont parlé comme vous à ces enfants, n'est apparemment pas totalement passé. C'est ce qu'on a constaté donc dans vos classes. Alors je reviens vers vous pour ceux qui n'ont pas pu très bien vous entendre tout à l'heure. Concrètement, ça voulait dire quoi quand vous dites ça ne s'est pas bien passé dans les classes? Donc dans les classes, entre peut-être 5 à 15 élèves sur 25 se sont insurgés en disant que c'était bien fait et c'était absolument impossible. Bien fait pour les journalistes de Charlie, bien fait pour les juifs de la Porte de Vincennes. Alors juifs, ils ne l'ont pas formulé tel quel, mais bien fait pour les journalistes, c'était les caricatures qui étaient incriminées. Et d'autre part, c'était vraiment la théorie du complot relayée sur Facebook, etc. Et là où je pense que l'école a un rôle, c'est... d'une part, en essayant de transmettre les valeurs de la République, de leur permettre de décrypter les types d'informations qu'ils reçoivent pour qu'ils se forment un jugement critique. C'est ce que j'ai essayé de faire, mais malheureusement, je n'ai pas. Mais pourquoi justement vous n'y parvenez pas? Vous avez ce sentiment de ce rôle de l'école, vous essayez de le remplir, vous n'y parvenez pas. Qu'est-ce qui se passe quand vous leur expliquez, quand on explique ce qu'on vient d'entendre ici, qui sont des discours de raison? Pourquoi ça ne passe pas? En fait, j'ai le sentiment que tout part d'un problème de langue, de rapport à la langue, de maîtrise du vocabulaire,
qui est la base. Comme dit Hegel, on pense par les mots. Et mes élèves, alors pas tous évidemment, il y a d'excellents élèves qui sont très brillants, qui savent écrire, qui savent s'exprimer, mais pour beaucoup, ils ne sont pas maladroits. Ils n'ont pas de... ils font de la pensée post-it, ils collent des idées où on m'a dit, voilà, pourquoi François Hollande est venu à Charlie Hebdo alors que pour la Palestine, il ne se déplace pas. J'ai essayé de faire comprendre à l'élève l'absurdité de son propos. Il ne comprenait pas. Et je pense qu'il y a un problème. Je sais que c'est une des priorités de l'éducation nationale, mais c'est encore loin d'être réussi dans le quartier où j'exerce. Il y a un problème de langue, de réflexion. Et comme vous le disiez tout à l'heure, ça fait des élèves qui sont extrêmement perméables à tout et n'importe quoi, et notamment au discours qui circule sur Facebook, sur Internet, sur les réseaux sociaux. Ce constat, la ministre Najat Vallaud-Belkacem l'a fait aujourd'hui. Elle devrait revenir avec un train de mesures la semaine prochaine. Quelques-unes ont été annoncées aujourd'hui. Les voici. D'abord, il y aura des nouveaux contenus liés à l'enseignement moral et civique qui entreront en vigueur à la rentrée prochaine, de la primaire à la terminale. C'était déjà d'ailleurs ce qui était un peu prévu par la réforme Payon. Enseignement laïque des faits religieux à l'école. Ça aussi, c'était déjà un peu dans les tuyaux. Apparemment, ça va s'accélérer et ça va se faire. Et puis, un effort massif de formation continue pour les enseignants. Est-ce que ça vous paraît de nature à répondre aux problèmes auxquels vous vous heurtez aujourd'hui, ça ou pas? Alors, je demande à voir concrètement, comme vous venez de le rappeler, j'ai l'impression que c'est déjà en place. Les programmes d'éducation civique par rapport à l'époque où j'étais au collège se sont largement étoffés. En quatrième, on apprend l'exercice des libertés en France, on fait la philosophie on fait les philosophes des Lumières, la Révolution française, etc. Donc, il y a quand même un terrain qui est largement préparé. Donc j'ai l'impression que là, ce serait un peu redondant, que le problème est plus large et lié au fonctionnement de l'école. Et vous imaginez pouvoir parler du fait religieux, étant donné les tensions que vous avez pu constater dans les classes? Est-ce que ça vous paraît difficile? En cinquième, on apprend les débuts de l'islam au Moyen-Âge. En sixième, on fait le début du christianisme, on fait le judaïsme. Et quand on l'enseigne en tant que fait historique, moi, je ne me suis jamais heurtée à aucun problème. Monsieur Chirani, c'est vrai que l'enseignement, j'allais dire, de la morale laïque, finalement, la France est très en avance là-dessus. En Europe, c'est même celle qui a le plus de programmes. On n'a pas le sentiment que ça a donné des grands résultats. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est la piste et la solution à suivre? En fait, il faut une stratégie globale. Ce n'est pas sur un seul point qu'il faudra agir. Il faudrait agir sur plein de points. Par exemple, Madame a souligné un point très important, c'était la question de l'absence des mots, de formuler des mots. Et le recours à la violence, d'ailleurs, les quartiers, il y a beaucoup de violence dans les quartiers parce que les gens ne maîtrisent pas le langage, les mots. Et donc, ils ont recours à la violence. Et en fait, il y a aussi un problème de compréhension de la religion, un mélange de tradition, de religion, et l'incapacité des parents ou les musulmans, les autorités musulmanes, à être dans la transmission religieuse d'un islam familial normal. Et c'est pour ça que les jeunes vont chercher l'information de l'islam sur les sites internet. C'est pour ça que la théorie du complot prospère. Et aussi, c'est-à-dire que par rapport aussi au conflit israélo-palestinien qui s'est invité en France. C'est ça le cœur du problème? Ce que je dis aussi dans mon livre. C'est ça, parce que c'est vraiment ce qui revient à chaque fois. En fait, pourquoi on fait la minute de silence là et on ne la fait pas quand il y a eu des morts en Cisjordanie? Le problème, c'est que la France est devenue... il y a eu l'importation du conflit depuis la seconde intifada en 2002, et c'est devenu un champ de bataille entre les deux plus grandes communautés juives et musulmanes de France. Alors qu'ici, on est français. Et c'est pour ça que je dis, oui, je suis musulman d'origine algérienne, mais je suis juif quand des juifs sont tués dans un marché kasher. Qui accepterait, par exemple, que 4 musulmans soient tués dans une boucherie halal parce qu'ils sont musulmans? Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse. Et donc, il faut être dans cette capacité à comprendre les peurs de la société française aussi. Et il faut rassurer. Et c'est pour ça que les musulmans, les responsables musulmans... Ils n'y arrivent pas. Il n'y arrive pas. Il y en a un à côté de vous. Il n'y arrive pas. Ont une grande responsabilité. Il faut sortir de la logique victimaire. Pourquoi d'après vous, ils n'y arrivent pas? En fait, le problème est simple. C'est qu'ils sont pris dans des contradictions. Par exemple, le conflit israélo-palestinien. Donc, ils n'arrivent pas à faire la séparation entre juifs et conflit israélo-palestinien. Ils sont pris dans la contradiction Charlie Hebdo, entre guillemets, blasphème contre le prophète. Parce que quand je vois, moi, par exemple, une caricature du prophète qui dit « il n'y a que des cons qui m'aiment », en parlant des intégristes,
celle-là, je la comprends. Quand on voit, parce que en fin de compte, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des cons ou des fanatiques qui sont allés, qui ont commis un acte horrible, barbare, et ils ont confirmé plus ou moins cette caricature on essaye d'avoir une autocritique, on la comprend en fait. Donc, alors, moi, je suis révolté. Je suis révolté parce que je suis français, mon pays est attaqué par le terrorisme, mais je suis révolté parce que je suis aussi musulman. Et c'est ma religion qui est en jeu. Vous faites cet examen de conscience qu'il vient de dire, les représentants musulmans, les responsables des associations dont la vôtre n'ont pas su faire passer le message, n'ont pas su dissocier le conflit israélo-palestinien de la possibilité d'être musulmans et français en France. Nous, on n'a jamais posé le problème du conflit israélien et palestinien. Non, mais il y avait un membre la dernière fois de votre mouvement qui était avec nous sur ce plateau. Et quand on lui posait une question très simple à laquelle il avait envie de répondre oui, il ne l'a pas dit. Et en sortant, qu'est-ce qui se passe? On comprend qu'il a peur. Il a peur de ne plus être suivi par sa base. Est-ce qu'il n'y a pas un problème qu'il faut dire, qu'il faut signaler? J'ai été attaqué par le GSPC ici en France, qui ont été arrêtés à cause des positions. Le groupe de prédication salafiste de combat. J'ai pris des décisions au niveau de tous les quartiers où on était, c'était de combattre ces terroristes, ces criminels. Moi, je dis avec nos enfants, avec les élèves, je positive. Je positive en parlant des musulmans qui sont morts à Verdun. On dit donc, c'est 90 000 musulmans qui sont morts à Verdun, ils sont morts pour les valeurs de la République. Alors, suivant cette trace de ces musulmans qui ont été fidèles à la France, fidèles aux valeurs de la République. Et je dis, maintenant, vous avez raison, M. Galzi, quand vous dites certains responsables. Moi, je parle des responsables des lieux de culte. C'est ceux-là qui sont responsables. Prenez par exemple, si je vous donne l'exemple de M. Dalil Boubacar qui fait un travail et qui... Le recteur de la mosquée de Paris. Le recteur de la mosquée de Paris qui passe son temps à passer des messages. Et à côté, et dans d'autres environnements, et je les ai dénoncés, et je n'ai pas peur de le dire, de dire que ces gens-là portent préjudice à la communauté, à notre islam qui est un islam de paix. Et donc il faut faire quoi? Il faut les fermer, ces mosquées-là? Monsieur... Qu'est-ce que vous préconisez, vous, les musulmans démocrates de France? Je préconise une chose très claire, que ceux qui sont contre les valeurs de la République ne peuvent plus gérer les lieux de culte. Ça, c'est de la volonté du ministre de l'Intérieur. Et il les connaît. Ils connaissent. Et vous dites que ce n'est pas fait pour l'instant? Ce n'est pas fait. Et c'est ce que je déplore lorsqu'on laisse faire certains intégristes, certains radicaux qui détournent nos enfants. Alors, il nous reste 2 minutes. Je voudrais vous les accorder à vous, Sophie Delcourt, pour parler des sanctions. Parce qu'il y a eu donc des minutes de silence qui n'ont pas été respectées. Il y a eu des mots, parfois même aussi des coups qui ont été échangés. Najat Vallaud-Belkacem a dit qu'il y aurait une réponse à chacun des faits qui s'est passé. Elle a parlé de conseil disciplinaire. Et là, quand je relis votre livre, on s'amuse un peu avec le conseil disciplinaire, si je peux me permettre, même si ça ne vous a pas fait rire à l'époque. Vous aviez été molesté, on va dire. Vous aviez arraché de haute lutte un conseil disciplinaire. Et là, vos collègues vous ont dit, tu crois que tu as gagné, mais en fait, tu commences à avoir perdu. Parce que tu vas voir comment ça va se passer. On ne va pas les exclure pendant 30 jours parce que les parents d'élèves ne seront pas d'accord, parce que l'administration ne sera pas d'accord, parce que les délégués de classe ne seront pas d'accord. Donc, ça va finir à une exclusion de 8 jours. Ils s'en fichent, ils reviendront et ils te nargueront jusqu'à la fin de ta carrière dans ce lycée, dans ce collège. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe ? Alors, en l'occurrence, l'exclusion de 30 jours n'existe même plus. Ça s'apparente à de la déscolarisation, donc ça n'est même plus possible. En l'occurrence, dans mon cas, c'est comme ça qu'on avait annoncé la décision du conseil de discipline. Et au final, les élèves ont quand même été exclus parce qu'ils se sont très mal comportés pendant le conseil. Vous avez le sentiment que, finalement, vous êtes démunis aussi par rapport à la réponse de sanctions qu'on vous autorise à apporter aujourd'hui ? Alors oui, parce qu'encore une fois, c'est une question de moyens. Moi, les moyens, je ne suis pas pour par principe en avoir toujours plus, mais là, en l'occurrence, je vois concrètement à quoi ça pourrait servir dans mon établissement. On nous dit de ne pas trop exclure les élèves parce qu'en fait, on ne peut plus les gérer en salle d'exclusion, les surveillants sont complètement dépassés, donc on nous demande de les gérer en classe. Donc voilà, ça c'est un problème concret de moyens. On a beau avoir beaucoup de CPE par rapport à d'autres, des conseillers principaux d'éducation par rapport à d'autres établissements, c'est encore pas assez vu les difficultés auxquelles les élèves nous confrontent.
Merci pour votre témoignage. Merci pour votre témoignage à vous aussi, messieurs. On y reviendra, bien sûr, et dès la semaine prochaine avec le train de mesures qui sera annoncé par Najat Vallaud-Belkacem. Mais vous l'avez compris, il y a urgence à se poser certaines questions de manière franche et lucide sur ce qui se passe effectivement au sein de nos écoles pour éviter que cette division ne continue à s'installer au sein de notre société. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Vous restez avec nous, il est 23h. Voici le journal avec Caroline. La police antiterroriste et les forces spéciales en action en Belgique, opération dans plusieurs villes simultanément. 2 personnes sont mortes, des djihadistes qui rentraient de Syrie et qui s'apprêtaient, d'après les autorités belges, à frapper sur le sol belge. On ira en Belgique rejoindre Brian Bock dans un instant. En France, journée marquée par des funérailles en série. L'adieu à la bande de Charlie Hebdo, Wolinski, Tinius, Bernard Maris, Elsa Kayat et le policier Franck Brinsolaro ont été enterrés en présence à chaque fois de plusieurs centaines de personnes. Des attentats traumatisants la semaine dernière ressort une belle histoire, celle de Lassana Bathily, ce jeune employé malien et musulman pratiquant de l'hypercachère de la Porte de Vincennes. Il a sauvé plusieurs de ses clients juifs. Il sera naturalisé mardi prochain. Sa réaction sur iTélé dans un instant. La bataille contre le terrorisme s'est donc déplacée en Belgique ce soir. Oui, je vous le disais, opération simultanée dans plusieurs villes, dont Bruxelles, à Verviers notamment. L'assaut a duré une vingtaine de minutes. Il a été assez violent puisque les djihadistes qui étaient appréhendés par les forces de l'ordre ont répliqué avec des armes de guerre. On va voir des images tournées par un amateur. On entend des explosions, des coups de feu. Voilà, c'était un assaut nocturne. Un assaut qui a fait 2 morts de djihadistes qui rentraient vraisemblablement de Syrie. Brian Bock, vous êtes à Verviers pour iTélé. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de forces de l'ordre autour de vous ? Bien sûr, vous avez raison. Il y a énormément de policiers, des policiers d'unités d'élite. On les voit cagoulés, armés, à maintenir un dispositif de sécurité autour du lieu où a eu lieu l'assaut. Alors cet assaut a été donné dans une ville, Verviers, c'est dans l'est de la Belgique. C'est une ville de 55 000 habitants, plutôt calme, sans problème connu, sans problème notable de terrorisme en tout cas. Alors le bilan de cet assaut, ça s'est passé à peu près aux alentours de 18h. Il y a eu une fusillade, 2 personnes ont été tuées, une autre personne a été blessée par les forces de l'ordre. Alors il s'agirait de 3 individus, 3 terroristes présumés, il faut bien dire présumés, car ils ont été suivis par les services belges depuis quelques temps. Ils reviendraient de Syrie il y a à peu près 3 semaines, 1 mois. Alors cette intervention s'est faite dans une opération antiterroriste de grande envergure, une opération très importante puisque une dizaine de perquisitions ont été menées dans tout le pays belge. Je peux vous dire qu'ici, c'est vraiment une ville, on a l'impression qu'elle a été prise d'assaut par les terroristes. Merci Brian Bock, en direct donc des lieux de cette opération antiterroriste. Et il ne faut faire pour l'instant aucun lien avec ce qui s'est produit en France, en tout cas à ce stade de l'enquête, c'est ce que l'on nous affirme. Oui, aucun lien établi pour le moment, même si on sait qu'il y a des rapprochements entre les filières djihadistes françaises et belges. En tout cas, d'après le procureur, ces terroristes qui ont été tués, eh bien, ils s'apprêtaient à commettre des attentats de grande envergure sur le sol belge. Viviane Hervier. C'est vers 18h que des détonations ont été entendues dans le centre-ville de Verviers, non loin de la gare. Sur ces images amateurs, on entend clairement les coups de feu et l'on aperçoit un début d'incendie à travers les fenêtres. L'assaut vient d'être donné par les forces de police belges. J'ai vu une voiture de police qui est passée devant moi tout feu ouvert. Et 2 secondes après, j'ai entendu 3 grosses détonations. Et puis, comme des rafales. Au début, j'ai pensé à des pétards. Mais 10 secondes après, il y avait une odeur extraordinaire. Et puis, je m'amenais vers chez moi, ici, de Carmes. Ça sentait de plus en plus fort, donc je savais que ce n'était pas des pétards. C'est pour ça que je suis venu ici. Et en 2 minutes, tout s'est déclenché. Le quartier a été bouclé par les forces de l'ordre, mais les riverains n'ont pas été évacués. De l'aveu même des autorités belges, l'opération a été menée dans l'urgence contre un groupe de djihadistes qui s'apprêtait à mener des actions terroristes. Les perquisitions se sont effectuées dans le cadre d'une enquête portant sur une cellule opérationnelle composée de personnes dont certaines revenaient de Syrie. L'enquête a permis de déterminer
que ce groupe était sur le point de commettre des attentats terroristes d'envergure en Belgique, et ce de manière imminente. 2 des 3 terroristes présumés ont été tués lors de l'assaut. Le 3e a été interpellé. Aucun blessé parmi les forces de l'ordre, ni parmi la population. La ville de Verviers, située à l'est du pays, est considérée avec certaines banlieues de Bruxelles comme un foyer de radicalisation islamiste en Belgique. Et le niveau d'alerte en Belgique a été relevé au niveau 3 sur 4. La Belgique qui est proportionnellement le plus gros fournisseur de candidats au djihad en Europe. Les enquêteurs belges n'étaient donc pas vraiment surpris. Écoutez l'analyse d'Olivier Ravanello, notre expert international. Il y a une longue tradition de djihadisme en Belgique qui remonte aux années 90. La Belgique, c'est là où, dans la vulgate djihadiste que l'on peut trouver sur Internet depuis de très nombreuses années, on conseille aux francophones d'aller faire leurs armes, de nouer des liens avec des réseaux. C'est là où souvent on se sert de la Belgique comme base de repli. Et Amédi Koulibaly, en novembre, s'était rendu à Charleroi pour acheter une voiture et pour chercher des armes. C'est en Belgique encore que de très nombreux imams très radicaux n'hésitent pas dans les mosquées à appeler explicitement au djihad, et c'était notamment le cas depuis quelques mois à Verdier, là où a eu lieu cette perquisition. C'est en Belgique que des partis, par exemple, aux dernières élections municipales, se sont présentés sous le nom islam en expliquant que petit à petit, les Belges allaient se rendre compte que des dirigeants qui appliqueraient la charia, ça n'était pas si dramatique. Tout cela se fait malgré tout au vu et au su. Il y a 1 an et demi, une vaste opération antiterroriste a été menée contre un groupe qui s'appelle Sharia for Belgium. 40 personnes ont été arrêtées. Un procès a eu lieu pour incitation au terrorisme. Et puis hier, simplement hier, une vidéo estampillée État islamique en français appelait les Belges et les autres francophones à agir en Belgique, en France, en Allemagne et en Suisse pour continuer ce qui avait été fait à Paris avec les attentats contre Charlie Hebdo et la porte de Vincennes. En France, la journée elle a été marquée par une succession de funérailles aujourd'hui. 5 des victimes des frères Kouachi, 5 de la bande à Charlie qui ont été inhumées. Tinius, enterré à Montreuil, Wolinski au Père-Lachaise, la psychiatre Elsa Kayat à Paris également, Bernard Maris près de Toulouse, sans oublier le policier Franck Brinsolaro, celui qui assurait la sécurité de Charb, qui lui a été inhumé dans l'heure. Cérémonie très émouvante donc à la mairie de Montreuil pour dire au revoir à Tinius. Des centaines de personnes étaient présentes, parmi lesquelles ses proches, sa famille, la garde des Sceaux, Christiane Taubira, ou encore l'humoriste Christophe Alévèque. Florence Lozac, François Luce et Mathieu David. Sur le cercueil, ils ont dessiné la tête de Tinius avec cette bulle « Faites passer tête d'enterrement ». Des mots d'au revoir et des dessins partout de ses amis pour en rire coûte que coûte. Dans l'hôtel de ville de Montreuil-Bondé, c'est Coco, la dessinatrice de Charlie, Corinne Ray, rescapée de l'attentat, qui fait une promesse à son ami et collègue. Mon Tinius, notre journal va vivre. On continuera sur la même ligne, comme on l'a toujours fait. On ne se laissera pas emmerder par tous ces cons de tous bords, ces fachos, ces cubénis, et j'en passe. Aux notes d'Ibrahim Malouf, l'assistance se souvient. Dessiner pour tous et transmettre aux débutants, c'était la ligne de Tinius, soulignée par Chloé, son épouse. Il a toujours encouragé les jeunes dessinateurs. S'il avait été publié, c'est parce que d'autres avaient un jour regardé ses dessins. Et je vous remercie de continuer pour lui, d'être fort, de continuer à nous faire rire et à dire des choses importantes et à vous battre. La garde des Sceaux, Christiane Taubira, parle d'un esprit ciselé. Il avait offert à un de mes collaborateurs un dessin caustique et lucide. Et représentant la surpopulation carcérale, il faisait dire à des détenus « Expulsez-nous, c'est la trêve hivernale ». Des rires jusqu'au bout et l'hommage d'une ville et d'une foule. Tinius disait que la caricature était un témoin de la démocratie. Il en fut à la fois un témoin et un acteur. Les funérailles de Georges Wolinski ont eu lieu au crématorium du cimetière parisien du Père-Lachaise. Il y avait la ministre de la Culture, Fleur Pellerin, le directeur du théâtre du Rond-Point, Jean-Michel Ribes, ou encore l'ex-patron de Charlie Hebdo, Philippe Val. Tous étaient là autour des proches et notamment autour de la fille de Georges Wolinski. J'essaye de tenir debout pour mes filles et puis pour tous les gens qui sont là. Et puis pour tout le peuple qui nous aide et qui nous soutient, qui m'envoie des messages. Voilà, on est vivant, on ne mourra pas. Voilà, donc
Là, je commence à comprendre qu'il est mort. Mais comme je l'ai déjà dit et je me répète, ils ont tué un homme, mais pas ses idées. Donc voilà. Donc on est là et on défendra encore et toujours les idées de Charlie Hebdo. Jean-Marc Ayrault, Arnaud Montebourg et Aurélie Filippetti, ainsi que la maire de Paris, Anne Hidalgo, ont assisté aux obsèques de la psychiatre Elsa Cayat, qui était donc chroniqueuse chez Charlie Hebdo. Elle a été inhumée au cimetière juif du Montparnasse. Écoutez l'une de ses proches. Tous ceux qui l'ont croisée ont été toujours très touchés par cette personne. Et même aujourd'hui, des amis qui se sont adressés à moi en me disant « je suis effondrée pour Elsa », me disent je leur demande « mais tu la connaissais ?» Elle me dit « mais tu en parlais tout le temps ». Donc c'était quand même un personnage éblouissant. Voilà, obsèque aussi de Bernard Maris, l'économiste. Il y avait des écrivains, Michel Houellebecq ou Emmanuel Carrère. Il y avait aussi le patron de Radio France, Mathieu Gallet, pour lui rendre hommage en Haute-Garonne à Montgiscard. Et puis aussi l'enterrement aujourd'hui de ce policier de 49 ans, Franck Brinsolaro, qui assurait la sécurité de Charbes, qui lui aussi est tombé sous les balles des frères Kouachi. Il a été enterré à Bernay, dans l'Eure. Il y avait beaucoup dans l'assistance de personnes qui portaient un badge « Je suis Francky ». Allez, une autre image plus gaie. Elle aurait fait plaisir à toute l'équipe de Charlie Hebdo. La ruée sur les journaux au deuxième jour de l'apparition. Il a fallu encore retirer le numéro. Absolument, avec des files d'attente très impressionnantes aujourd'hui. Encore une très grosse affluence dans les kiosques, chez les marchands. Un gros succès aussi à signaler des livres des dessinateurs de Charlie qui ont été assassinés. Charbes, Cabu ou Tignous, il y a une rupture de stock chez les libraires qui recommandent, donc qui doivent commander à nouveau ces ouvrages. Et puis c'est la belle histoire du jour en quelque sorte, on l'appelle déjà le héros de Vincennes. Il s'appelle en vrai Lassana Bathily, c'est ce jeune malien, vous savez, de 24 ans qui est employé de l'hypercachère de la porte de Vincennes et qui a sauvé certains de ses clients juifs en les aidant notamment à se cacher dans la chambre froide. Le chef de l'État l'a remercié pour son courage. En récompense, il va être naturalisé français mardi prochain. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur. C'était son rêve de devenir français. Écoutez sa réaction sur iTélé. Ça m'a fait plaisir. J'avais demandé, j'ai vu, ouais, c'est quelque chose que ça me fait plaisir, ça m'a touché. Depuis mon enfance, j'ai rêve d'être français. Quand je vois mon père, il rentre au pays, toujours je pense que, à mon enfance, je penserais venir en France pour rejoindre mon père. C'est un pays d'accueil. Tu vois tous les arts des personnes. Bon, chez nous, c'est pas pareil qu'ici. En France, c'est un pays d'accueil. Je rêve d'être français. Là, je suis français, mais je suis fier. C'est une fierté pour moi. Voilà, 300 000 personnes avaient signé une pétition pour demander à ce qu'il obtienne la nationalité française en récompense de son geste de courage. Pour beaucoup, c'est un héros, même s'il refuse cette appellation. Alice Rougerie. Il habite en France depuis 8 ans. Lassana Bathily a quitté le Mali et sa famille à l'âge de 16 ans. Depuis 2010, il travaille dans ce magasin cachère. Vendredi, il sauve plusieurs clients en les cachant dans la chambre froide. Un geste spontané pour ce musulman pratiquant qui refuse le terme de héros. Ça peut être n'importe qui, ça peut être un chrétien ou ça peut être un athée ou ça peut être un musulman. Mais je n'ai pas fait juste pour les juifs. C'est juste c'est un humain. On ne peut pas laisser un humain innocent tirer comme ça. Depuis, les internautes se mobilisent. Ils réclament dans cette pétition la nationalité française pour Lassana. L'homme la réclame depuis cet été. Le ministre de l'Intérieur a demandé l'instruction en urgence de la demande de naturalisation que Lassana Bathily avait déposée le 7 juillet 2014. Bernard Cazeneuve salue l'acte de bravoure du jeune employé. Il présidera mardi la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française. Le constat, il y a eu quelques problèmes à l'école et il va falloir le régler maintenant, ce problème, rapidement. Oui, cette petite phrase de François Pupponi, le député maire socialiste de Sarcelles, on s'est loupé sur une partie de la jeunesse. Et du coup, face à ce constat assez largement partagé, eh bien, la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, continue ses consultations. Elle devrait normalement faire des annonces la semaine prochaine. La mission des enseignants dans ces heures difficiles est particulièrement exigeante. La meilleure réponse, le meilleur accompagnement que nous puissions leur apporter, c'est à la fois des ressources, des textes sur lesquels s'appuyer pour évoquer ces questions de liberté d'expression, de laïcité avec leurs élèves,
Et c'est en même temps, lorsqu'il y a eu des problématiques difficiles à gérer pour eux, de leur envoyer des professionnels aguerris qui sachent les épauler pour ne jamais laisser un incident se produire sans qu'on y revienne. Ces incidents, il y en a eu 200 en une semaine dans les écoles, notamment autour de la minute de silence que certains élèves n'ont pas voulu respecter. Et beaucoup d'enseignants, face à ce type de comportement, se sont dit démunis. On est parfois démunis devant parfois la violence verbale de certains élèves. Mais ce n'est que des paroles. Donc à nous de dialoguer avec les élèves pour expliciter le caractère dangereux de ce type de dialogue. Il faut être ferme et en même temps avoir un discernement. Fermeté, discernement. Fermeté sont nos principes. On n'a pas à faire l'apologie d'un crime, parce qu'il s'agit d'un crime crapuleux. Et en même temps, on doit avoir le discernement, parce qu'un élève de 11 ans, de 12 ans, qui est confronté avec énormément d'informations via le net, il n'est pas capable de les assimiler. Et c'est à nous, en tant qu'éducateurs, en tant que personnel d'éducation nationale, de transmettre nos valeurs républicaines. Voilà, discernement. Il en aurait manqué apparemment ce professeur de collège d'art plastique à Mulhouse. Il a été suspendu après avoir présenté des caricatures du prophète à ses élèves. Le recteur parle d'une mesure d'apaisement. Et en tout cas, plusieurs élèves, plusieurs dizaines d'élèves disent se désolidariser de cette unité nationale et affirment « Je ne suis pas Charlie ». Reportage par exemple dans un établissement à Bordeaux. Antoine Estève. Je ne suis pas Charlie, une affirmation très minoritaire chez les lycéens des quartiers populaires du nord de Bordeaux. Ici, le débat sur la liberté d'expression depuis une semaine, ce sont surtout des discussions autour de la religion et les caricatures du prophète Mahomet. Je ne suis pas Charlie, c'est que je ne suis pas d'accord avec les images qu'il a fait. Même si c'est Mahomet ou de Jésus ou quoi que ce soit, moi je trouve que je ne pourrais pas être pour ce journal-là. Les caricatures qu'ils ont fait sur notre prophète n'a pas lieu d'être. Donc je ne cautionne pas cela. Sur Facebook, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas Charlie et pourtant ils soutiennent quand même. Ils ont donné des messages de soutien, de respect, tout ça. Les professeurs n'ont pas reçu de consignes particulières. Charlie ou pas Charlie, ils souhaitent surtout apprendre aux élèves les bons réflexes pour éviter les rumeurs et la manipulation sur Internet. C'est un travail de fond qui demande du temps, qui demande de la patience auprès d'adolescents, parce que quand même aussi il faut savoir que ce sont des adolescents et qu'il leur faut le temps de se construire. Mais s'ils ne savent pas trier avant sur Internet, eh ben, ils vont sur un site négationniste et pour eux effectivement, oui ça se trouve les chambres à gaz n'ont pas existé. Le ministère prépare une nouvelle circulaire sur l'enseignement de l'éducation civique. Elle pourrait renforcer le dialogue et les heures consacrées au débat sur la liberté d'expression. Et le problème n'est pas apparu que dans les écoles, il n'y a pas que les élèves qui ne se sentent pas tout à fait Charlie. Des incidents signalés notamment à propos de 3 agents municipaux à Lille. La maire de la ville, Martine Aubry, immédiatement a réagi, a demandé leur mise à pied, leur suspension. Une procédure pour apologie du terrorisme vise l'un d'entre eux. Écoutez Martine Aubry. 3 personnes vacataires de la mairie qui, pour 2, n'ont pas souhaité faire la minute de silence, sont sortis et l'ont expliqué. Et qu'un d'entre eux a fait l'apologie, je dirais, du terrorisme en parlant, comme je le disais tout à l'heure, d'un acte compréhensible de ces assassinats odieux de la part de ces fous. Voilà, donc dans les 3 cas, nous allons, mais la procédure est en cours, suspension puis radiation de la fonction publique, et dans un des cas, nous avons porté plainte dès ce matin pour apologie du terrorisme. Voilà, dénoncer, démonter les amalgames, c'est plus que jamais nécessaire, surtout quand on voit ces chiffres. Regardez, en une semaine seulement, 23 actes anti-musulmans recensés et 60 menaces. En une semaine, ça fait autant qu'en 6 mois l'année dernière. D'où ces mots de François Hollande aujourd'hui en visite à l'Institut du monde arabe. La visite était prévue, mais le discours, lui, évidemment, a tenu compte des événements. Et il a pris une résonance toute particulière. Les musulmans sont les premières victimes de l'islamisme radical. Voilà ce qu'a dit le chef de l'État. Ils doivent être protégés. Ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que tous les citoyens. Une dernière information, on a appris aujourd'hui que le corps d'Hervé Gourdel a été retrouvé en Algérie. Ce guide de haute montagne décapité dans le désert algérien. L'armée algérienne a dit avoir retrouvé sa dépouille après 3 mois de recherche à une quinzaine de kilomètres du lieu où il avait été enlevé. L'endroit était piégé par des explosifs. Restez avec nous, on va suivre la météo et puis le duel avec Yves Tréhard et Joseph Massescaron. A tout de suite.